Le thème, c'est donc qu'est-ce que l'Occident? Alors, j'ai pris ce thème puisque on l'utilise beaucoup, ce mot, mais on ne sait pas vraiment ce que ça veut dire. Et je pense qu'en fonction des générations, on n'a pas forcément tout à fait les mêmes images de ce que c'est que l'Occident. En tout cas, pour la génération qui a 30 ans, etc., on ne nous parlait jamais de l'Occident à l'école et on nous parlait beaucoup d'Europe. Et si on avait une image de l'Occident, c'était peut-être même plutôt négatif, puisque c'était l'Occident colonisateur, blanc, voilà, je ne sais quoi. Bon, mais ce qui est sûr, c'est que depuis 1 an ou 1 an et demi, on entend beaucoup parler d'Occident dans les médias, du fait de la guerre en Ukraine. Et vous remarquerez que tous les chefs occidentaux, donc le président américain, le président ukrainien, hein, les présidents français, le Premier ministre britannique, le chancelier allemand, etc., parlent de l'Occident à tout bout de champ. Et sauf que l'Occident dont ils parlent, c'est un Occident qui serait LGBT, corona compatible, vert pour le monde, pour protéger la planète, mondialiste. Enfin, toutes sortes de discours où on se demande, voilà, c'est pas forcément l'image de l'Occident que l'on se faisait, l'Occident traditionnel, de l'Occident de nos cathédrales, de ce qu'a fait l'Occident dans le monde depuis des siècles. Et donc je vais essayer de me poser la question aujourd'hui sur qu'est-ce que c'est l'Occident en présentant un article en particulier de Thierry Buron qui a été écrit dans La Légitimité en 2001 qui se pose la question de où se trouvait le salut de l'Occident vers 1940. Mais je vais le faire en 3 parties. Donc je vais d'abord poser un peu le problème sur le mot Occident. Qu'est-ce que c'est que ce mot et qu'est-ce qu'on peut dire. Et ensuite j'analyserai un peu l'article de Thierry Buron. Et puis ensuite je proposerai en fait une sorte de sortie en parlant de l'Occident chrétienté. Je pense que c'est là où il y a une sorte de problème par rapport au mot Occident qu'il vaut mieux éviter d'utiliser aujourd'hui. Donc d'abord l'Occident. Hein. D'abord normalement au départ le mot Occident veut juste dire, c'est juste géographique. Donc occidere en latin, ça veut dire tuer, mourir. C'est l'endroit où le soleil se couche. Dans ce sens-là, Japon, c'est Nihon, Kinomoto. Donc c'est l'Orient par définition, c'est l'endroit où le soleil se lève. Donc c'est purement normalement géographique, c'est donc purement relatif par rapport où on regarde. On est toujours à l'Occident de quelqu'un, à l'Orient de quelqu'un d'autre. Sauf que, bon, donc évidemment, donc le mot Occident ou le mot Orient signifie aussi cet aspect géographique, mais quand on utilise le mot Occident dans les discours politiques, quand on le trouve dans le discours d'hommes politiques, de partis ou de n'importe quoi, c'est évidemment pas ce sens-là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, en fonction des générations, on a déjà pu remarquer, enfin on peut déjà remarquer certainement qu'on met pas tous le même sens dans le mot Occident. Par exemple, pour ceux qui sont qui dirigent la planète à l'heure actuelle du côté des pays occidentaux, dans le sens des pays européens, plus États-Unis, plus Japon, Australie, et voilà cette sphère-là. Pour eux, l'Occident, comme je disais, ça a l'air d'être plutôt LGBT, Corona, digitalisation, démocratie, etc. Qui donc n'a rien à voir avec une définition géographique et encore moins civilisationnelle. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une civilisation. Donc ça, c'était un autre point. Et un troisième point, c'est pour ça aussi que j'ai choisi ce sujet aujourd'hui. Donc ici, la conférence se passe au Japon. On a beaucoup de Français qui sont là au Japon depuis très longtemps. Et peut-être que certains ont été confrontés, enfin moi en tout cas j'ai été confronté assez frontalement à ce problème. C'est chez les conservateurs japonais, voire chez l'extrême droite japonaise, ils ont une vision de l'Occident. Comment dire, ils utilisent le mot Occident, donc Seiyo, de façon très pratique pour soit comme un repoussoir, soit comme un modèle. Et ils y mettent un peu ce qu'ils veulent en fait, et ça correspond souvent à pas grand chose d'un point de vue historique, voire rien du tout, ou ça mène des choses qui sont complètement différentes.
Alors moi, évidemment, ici, donc, comme un cercle légitimiste, on a, voilà, on connaît l'histoire de la Révolution. On sait très bien qu'en France, il y a eu un combat entre la Révolution et la contre-révolution. Et est-ce qu'on peut dire que la Révolution, c'est quelque chose d'occidental, par exemple? Voilà, tout le problème va certainement se poser à peu près sur cette question-là. C'est-à-dire que dans le mot Occident, il y a certains qui mettent un contenu très révolutionnaire et d'autres dans un contenu pas du tout révolutionnaire. Et donc on ne sait plus trop de quoi on parle. Bon, donc, je vais essayer d'illustrer ça par un article de Thierry Buron qui est vraiment très intéressant. Je vous le distribuerai après pour ceux qui sont là. Et je vous le conseille de le lire parce qu'il est court et très bien documenté, qui s'interroge en fait sur l'utilisation du mot Occident en 1940 dans les discours de Hitler, de Roosevelt et de Churchill. Et c'est très intéressant parce qu'à cette époque-là, tout le monde parle d'Occident. Je pense que Michel peut-être encore en mémoire, enfin, dans les années, je crois, je sais plus, c'est les années 60-70, il y avait des groupes d'extrême droite qui s'appelaient Occident, et qui étaient très traditionnels. Donc c'était un mot dans les années 30, à partir des années 30, qui était extrêmement à la mode, et que tous les dirigeants, etc., utilisaient. Et donc là, Thierry Buron analyse dans les discours d'Hitler, de Roosevelt et de Churchill, comment ils utilisent le mot Occident. Et en fait, il trouve que ces différents dirigeants politiques parlent tous d'Occident, plus ou moins, mais ne parlent pas du même Occident. Et même malgré le même mot, ils parlent de choses très différentes. Donc, je vais résumer, et je vous recommande vraiment de lire cet article après, parce qu'il est vraiment bien. Je vais d'abord juste lire un petit paragraphe de Thierry Buron, qui résume un peu les problèmes que j'ai soulignés jusqu'à maintenant. La difficulté réside dans l'ambiguïté d'une définition de l'Occident au XXe siècle. Se définit-il géographiquement face à l'Est ou à l'Orient, dans un cadre continental, c'est-à-dire européen, mais ne risque-t-il pas alors de se dissoudre dans une idée d'Europe au sens territorial ou géopolitique et aux valeurs incertaines? Se définit-il spirituellement, comme la forme traditionnelle de la chrétienté, ou à l'inverse, comme la forme moderne des Lumières et de l'humanisme laïque, c'est-à-dire, dans ce dernier cas, en fin de compte, indépendamment de l'Europe, voire hors d'Europe, et même contre elle? Quelle valeur attribuer alors à l'invocation du christianisme ou de l'Occident chrétien par tel ou tel belligérant? Se définit-il politiquement et culturellement comme le foyer de l'espace où se fait le progrès de la civilisation, face non seulement à la barbarie ou au primitivisme, et au despotisme oriental ou asiatique, mais aussi face à la tradition, forcément obscurantiste et réactionnaire de l'Occident moyenâgeux? N'est-il pas une invocation de l'Occident qui renie le sens même de l'Occident? Le terme, on le voit, est ambigu et contradictoire. Donc ça, c'est son introduction, et après il analyse donc dans les discours d'Hitler, de Churchill et de Roosevelt. Et donc je vais juste résumer son analyse. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il se rend compte que chez Hitler, il va utiliser à partir de 1936 de plus en plus le mot Occident. Et en fait, dans son discours, il y a des choses contradictoires. Il y a des endroits où il conspue l'Occident, et en fait, à chaque fois qu'il conspue l'Occident, c'est l'Occident chrétien. Et d'autres endroits où il va dire c'est l'Allemagne qui est le défenseur de l'Occident. Et l'Occident, c'est quoi? C'est l'Allemagne, en fait. C'est le centre de l'Occident, le cœur de l'Occident, c'est l'Allemagne. C'est la race allemande supérieure à tous les autres peuples européens et qui ne peut survivre que sous la domination allemande. Donc l'Occident, dans la bouche d'Hitler, quand il utilise dans ses discours pour appeler à l'adhésion de la domination allemande, en fait, et justifier son effort de guerre, c'est l'hégémonie allemande qui sauve l'Occident dont le centre est allemand, centré sur une race supérieure qui est allemande,
et qui s'est débarrassé de toute la chrétienté qui est le boulet de l'Occident, puisque c'est ça qui la rend faible. Et donc il faut tuer tout ce qui est chrétien. Je résume, hein, il dit pas ça comme ça, mais pour mettre du germanique, surtout du germanique, voilà. Et à la limite héritière des Grecs et des Romains, mais païens, hein, pas chrétiens. Et donc il parle de ça, et dans ce sens-là, il va rejeter la démocratie, la conception démocratique, etc., et s'opposer aux anglo-saxons, et opposer son Occident à lui, aux Occidents des anglo-saxons. Donc ça, c'était la conception de l'Occident qu'on trouve chez Hitler, qui est et comme le dit d'ailleurs Thierry Buron, qui n'est pas univoque, qui est assez subtil dans le sens où lui-même est autrichien, qui vient d'un vieux pays européen, donc il peut pas dire n'importe quoi sur l'Occident, mais clairement il rejette toute la tradition en fait européenne à travers sa tradition chrétienne et toutes ses racines chrétiennes. Donc là on a une première conception de l'Occident chez Hitler. Après on a chez les anglo-saxons. Donc c'est encore ça nous intéresse d'autant plus parce qu'en fait cette conception de l'Occident anglo-saxonne, c'est celle qui est encore aujourd'hui celle qui a cours, celle qui a gagné après la Seconde Guerre mondiale et qui est la conception de base occidentale à l'heure actuelle. Et donc en fait, tant chez Churchill que chez Roosevelt, il y a quelques nuances, mais grosso modo ils ont le même discours sur l'Occident. C'est beaucoup plus simple que chez Hitler. L'Occident, c'est la démocratie, c'est les valeurs des Lumières, c'est le business, et c'est le nouveau monde en Amérique où l'Occident s'est réfugié. Donc il n'y a plus d'assises géographiques, l'Occident ça n'a rien à voir avec l'Europe. L'Occident ça devient une sorte d'universalisme avec ses valeurs démocratiques, ses valeurs des droits de l'homme, ses valeurs, toutes ces valeurs révolutionnaires, et qu'il s'agit donc d'être apôtre de ces valeurs-là, et donc c'est pour ça qu'il faut détruire les forces de l'Axe qui sont contre cet Occident universel, et ça débouche ensuite, après la guerre, sur toute cette idée très protestante d'ailleurs, de vouloir importer, enfin plutôt exporter la démocratie dans tous les pays du monde, au nom de l'Occident, avec cet Occident qui est sans rien de concret, je veux dire très abstrait, sans racines historiques, sans racines géographiques, et qui ne sont qu'un ensemble de valeurs composant une sorte de système idéologique. Voilà, et chez les anglo-saxons, c'est beaucoup plus simple que chez Hitler, dans le sens c'est noir, c'est blanc, il y a les méchants, il y a les gentils, et puis donc il faut faire la guerre pour ça. Donc l'Occident de ces anglo-saxons, c'est libéral, démocratique, parlementaire, économique, droits de l'homme, et avec un christianisme extrêmement éthéré pour faire du business, donc à la protestante. Et c'est là, et dans cette conception de l'Occident anglo-saxon, on a vraiment cet universalisme qui va être à la base de l'ONU et à la base du système, disons, de gouvernance mondiale qui aujourd'hui arrive sur le mondialisme. Il faut que cet Occident-là, en fait, recouvre toute la planète et s'impose à toute la planète. Et là, j'aimerais souligner quelque chose d'important, c'est que, par exemple, les conservateurs japonais, ou un certain nombre de gens qui ne sont pas du monde occidental au sens géographique, détestent l'Occident parce qu'ils détestent cet Occident-là, en particulier, que les Américains ont exporté à travers toute la planète. Enfin bon, ils prennent ce qui les arrange, hein, évidemment, mais bon. Mais ce qui est intéressant, voilà, c'est que ce soit les Américains, les Anglo-Saxons, ou que ce soit les Allemands, ils étaient tous obligés d'utiliser le mot Occident parce que ça résonnait bien. Et là, j'aimerais aussi souligner ça, parce que c'est extrêmement important.
et que c'est très classique depuis longtemps, mais en particulier depuis la Révolution française, c'est cet art d'utiliser des mots qui résonnent bien, mais dans un sens différent de ce que les gens comprennent. C'est-à-dire que dans la tête du français moyen, à l'époque, dans les années 30, l'Occident, c'était mon village, mon clocher, mon histoire, ma famille. C'était pas ce sort de monstre qu'ont inventé l'un Hitler ou les anglo-saxons, c'était autre chose. Mais ça, c'est toujours ce que font les révolutionnaires, c'est-à-dire qu'on utilise des mots qui sonnent bien, et en fait, en fonction des gens, on utilise vraiment ces mots dans des sens très différents. Donc, quand les révolutionnaires parlaient de patrie, les deux patries de Jean de Vigris, c'est la patrie du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle, c'est l'Occident du XXe siècle. C'est-à-dire qu'on prend un mot, et en fonction des gens qu'on a en face, on utilise le mot, ou on comprend le mot dans des sens mais inverses. Ce qui est dramatique, c'est qu'il y a des gens qui vont aller mourir pour un Occident qui n'est pas du tout celui pour lequel, en fait, ils vont être massacrés, quoi. Et c'est là où ça commence à être dramatique. Et ensuite, donc ça, c'était les conceptions de l'Occident chez Hitler et chez les anglo-saxons. Et Thierry Buron analyse dans une dernière partie et les autres pays. Je veux dire, il y avait quand même encore la France, il y avait la Suède, il y avait l'Espagne, il y avait l'Italie, il y avait le Portugal. Dans ces pays-là, qu'est-ce que c'est que l'Occident? En fait, il a atterri ça, c'est l'Occident chez les neutres, parce qu'il y avait tout un tas de pays neutres. Et il se rend compte que dans les pays neutres, alors il n'y avait pas d'unité disons, de ces pays neutres, évidemment, qui chacun faisait comme il pouvait par rapport à la situation où il était. Donc, il y a très peu de pays qui ont réussi à rester neutres dans les principes. Je veux dire, comme un fort pays neutre, il y a un certain nombre de pays neutres qui sont restés, disons, sans rentrer en guerre, mais qui étaient obligés d'être sous le parapluie, soit allemand, soit anglo-saxon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il analyse que dans la plupart de ces pays, dans un certain nombre de pays neutres du Sud, donc Portugal, Italie, Espagne, voire France, c'est que là, effectivement, quand on regarde on regarde ces pays-là, qui sont catholiques pour la plupart, ils ont cherché la paix véritablement. Et donc, je pose la question, les véritables Occidentaux n'étaient pas réfugiés dans ces pays neutres à cette époque. Voilà. Donc ça, c'était une petite analyse de Thierry Buron, mais qui est vraiment, je trouve, intéressante parce qu'elle permet de se rendre compte donc, que ce mot Occident, en fait, ne veut pas dire grand-chose. Comme dans le sens où chacun, on peut y mettre vraiment, il a été tellement utilisé à tort et à travers qu'on peut y mettre ce qu'on veut. Ce qui se passe récemment donc autour de la guerre en Ukraine le démontre encore plus, puisqu'aujourd'hui l'Occident, qui paraît dans les médias, c'est LGBT, c'est le modernisme, le progressisme, c'est l'hygiénisme autour du corona, enfin ça ils ont passé la page, mais enfin voilà. Donc ce mot Occident est problématique, et dans l'histoire, donc c'était vrai en 1940, mais là, comme on voit en Ukraine, c'est vrai aussi maintenant, c'est qu'il est utilisé pour embrigader les gens, en fait, en disant vous allez défendre l'Occident, vous allez être contre l'Occident. Et c'est vrai dans les deux sens, c'est vrai aussi dans les pays qui sont non occidentaux, je veux dire, donc, pas sous la coupe du mondialisme à l'heure actuelle, où c'est parce que comme c'est des mots qui portent à confusion, qui sont équivoques, on peut facilement agglomérer des choses repoussoires aux choses qui sont bien. Et donc par exemple au Japon, c'est typique. Si vous en avez l'expérience, vous le savez, sinon je vous souhaite pas d'en avoir l'expérience, c'est pas forcément très agréable. Mais pour un Japonais, disons, nationaliste de base, l'Europe, alors ils ont toujours une sorte de fascination en même temps, donc c'est très complexe comme sentiment qu'ils ont par rapport à l'Occident.
Parce que bon, objectivement, tout le monde porte des cravates, des costumes, enfin, l'Occident, dans ce sens-là, a gagné au niveau matériel. Et en même temps, ils le détestent, mais ce qui est là, ce qui devient le problème, c'est qu'on ne sait pas de quoi on parle, et ce qu'ils vont faire au Japon, c'est typique, c'est que c'est pour détester la chrétienté, l'Occident. Ils vont dire l'Occident c'est mal, ce qui a fait l'Occident c'est la chrétienté, donc la chrétienté c'est mal. Ou le christianisme plutôt, ils vont dire le christianisme. Sans savoir, évidemment, sans faire de distinction aucune entre l'Église catholique ou pas l'Église catholique. C'est pas leur faute d'ailleurs en général, puisque tout ce qui vient au Japon sur ça vient depuis les années 50 des États-Unis. Donc c'est la vision anglo-saxonne de l'Occident, la vision protestante du christianisme, qui est une sorte de christianisme paganisé ou qu'on peut utiliser pour, j'allais dire, l'Amérique Nouvelle Israël, qui donc peut conquérir toute la planète et être le gendarme du monde, parce que c'est une sorte de Nouvelle Israël. Voilà. Enfin, et puis, bon, mais ça c'est un autre sujet, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Mais vraiment, ce mot, et c'est très embêtant, parce que quand on discute avec les gens, ils se focalisent sur ce mot seiyo, par exemple, Occident en japonais, et ils ont des images toutes faites, et à partir de ces images toutes faites qui sont complètement fausses par rapport à la réalité, on ne sait pas de quoi on parle, ils vont développer toute une sorte d'idéologie ou de comparatisme, et c'est devient difficile de discuter, parce qu'on ne sait pas ce que l'autre a dans la tête quand il dit Occident, et en fonction du moment, ça va changer. Donc, je vais arriver sur ma troisième partie, mais c'est pour ça que je pense vraiment que, disons que, en tout cas pour nous, dans notre pratique quotidienne, il est important de ne pas parler d'Occident, parce que l'Occident ne veut rien dire, en pratique. Et qu'il vaut mieux parler de chrétienté, parce que la seule spécificité, en fait, de l'Occident, ce qui fait que l'Occident est quelque chose de spécial, parce que la seule chose là-dedans qui est intéressante dans cet usage du mot Occident, on a même l'impression que ça a été utilisé pour éviter de dire chrétienté. C'est-à-dire que tout le monde, c'est comme pour la modernité, tout le monde admet qu'il y a quelque chose de spécial qui s'est passé en Europe, et quelque chose de spécial, c'est l'Europe qui a dominé le monde, et quelque chose de spécial. Donc soit c'est pour le dénoncer, soit c'est pour être pétri d'orgueil en disant on est les plus forts, ça dépend de quel côté on se passe. Mais dans tous les cas, il y a quelque chose de spécial, mais personne ne veut voir qu'est-ce qui fait que c'était spécial. Et c'est pour ça que je pense que nous, en tant que alors, légitimistes, si on est légitimiste, ou gens qui aiment même l'histoire, c'est identifier qu'est-ce qui fait que l'Europe a eu un destin particulier, et c'est simplement la chrétienté. Et vraiment, c'est important, parce que ce qui était dans toute l'histoire, quand on regarde les archives, etc., et ça jusqu'en Asie, j'ai trouvé des traces en Asie, au XVe siècle et au XVIe siècle en Asie, il y a des chroniques chinoises qui parlent des Portugais qui arrivent, et ils mettent ça c'est les kanjis, ça se dit flanki, c'est les francs, flanki. C'est-à-dire que même jusqu'en Chine, un Européen c'était un franc. C'est comme ça qu'on les appelait. Et il y avait cette conscience jusqu'à la brisure protestante que la chrétienté, c'était la chrétienté. On ne parlait pas d'Europe, évidemment. On ne parlait pas d'Occident non plus, à part pour les questions géographiques. Mais c'était l'Europe, c'était la chrétienté face à des choses qui n'étaient pas chrétiennes. La prise de conscience de la chrétienté, évidemment, avec les grandes découvertes, les missionnaires, etc., il y a tout un tas de... Enfin, on se rend compte des différences qu'il y a en Europe occidentale et dans plein d'autres pays qui ne connaissent pas la chrétienté. Mais bon, passons. Mais ce que j'aimerais dire, et ça c'est important parce que, voilà, je ne sais pas qu'on connaissait l'histoire, mais parce que il y a le même phénomène en France qu'en Japon pour le coup, c'est le fait d'avoir tendance d'être fier de son passé,
Bon, on nous apprend l'inverse en école, hein, mais je veux dire, dans les milieux qui sont conservateurs, etc., on va être fiers de notre passé, et c'est bien. Mais on a tendance souvent à l'essentialiser. D'ailleurs, je veux dire, à faire comme si, voilà, c'est parce qu'il y a des Européens que c'est mieux l'Europe. Non, pas du tout. Nos ancêtres, faut le rappeler, ce sont des gros barbares. Nos ancêtres avant la chrétienté, ce sont les Celtes faisaient des sacrifices humains, normal. Les Romains païens, sont d'une dureté immense. Il suffit de voir les évangiles et comment ou même Vercingétorix, voilà. Mais je veux dire, enfin voilà, c'est des niveaux de violence qui peuvent surprendre parfois à notre époque. En fait, vu ce qui se passe de plus en plus dans la rue tous les jours, ces niveaux de violence reviennent, ils redeviennent normaux et banals. Et je pense qu'il y a même certains endroits, malheureusement, en France, où il y a certaines formes de violence qui sont tellement banales que plus personne n'y fait même attention. Et dans les mondes païens, c'est pareil, hein, parce que quand on regarde le passé du Japon, c'est aussi pas... voilà, mais évidemment, on peut pas regarder que ça, donc qu'on a la mémoire collective omet ce genre de choses, ou alors ça devient un peu enrobé, mais c'est la réalité. Et si c'était plus comme ça en Europe, c'est grâce à la foi catholique. Et si nos ancêtres sont devenus civilisés, je veux dire charitables, c'est grâce à la foi catholique. Parce que bon, là aussi, civilisation, il faut faire attention à ce mot, parce que, disons, qu'est-ce qui fait la différence entre un Germain, ou alors, disons, un Celte irlandais qui faisait des sacrifices humains et un Romain qui dominait toute la planète? Bah, la seule différence, c'est qu'il y en avait un qui était cruel plus subtilement que l'autre. Hein. Ils avaient des formes pour être cruels, quoi. Ils savaient justifier quand ils faisaient un massacre. Voilà, c'est juste une question de subtilité, mais qu'est-ce qui fait la différence entre un Goebbels qui allait à l'opéra et, je sais pas, quelqu'un qui irait massacrer tout le monde dans une école pour massacrer tout le monde sans aucun plan. Il y en a un qu'on peut dire barbare et l'autre civilisé. Je veux dire, c'est juste des questions de subtilité, hein, mais sur le fond, il n'y a pas plus de charité d'un côté ou de l'autre. Et ce qui fait que des choses qui nous semblent normales, alors peut-être que pour ceux qui vivent au Japon, parfois quand on vit si longtemps, il y a certaines choses qui peuvent culturellement nous choquer sur l'amitié, par exemple dans le monde japonais, ou sur le don ou le contre-don, des choses comme ça, qui nous semblent complètement hors du sens commun. Mais en fait, non, c'est pas du tout hors du sens commun, c'est-à-dire que ce qui nous semble du sens commun, c'est pas du sens commun, c'est-à-dire que ça vient du sens commun chrétien, mais qui n'existe pas hors du monde chrétien. Et ça, il se trouve qu'à l'heure actuelle, en Europe occidentale, on est en train de le perdre. Et je pense que c'est de là où viennent tous nos problèmes, enfin, pas tous nos problèmes, mais ça nous fait rendre compte de tout un faisceau de choses qui étaient les fruits de la chrétienté pendant 1000 ans, aujourd'hui sont en train de disparaître et on revient à un monde dur, à la païenne, qui peut être plus ou moins injuste, qui peut avoir sa justice, mais qui est dur dans tous les cas. Et je pense que c'est ce qu'on voit en direct tous les jours sur le terrain, j'allais dire. Et donc, et en dernier instant, et là je vais ensuite aller sur la conclusion, c'est que donc il ne faut pas parler d'Occident, il faut parler de chrétienté. Et ce qui permet d'autant plus de comprendre vraiment les causes de nos maux à l'heure actuelle, parce que pourquoi l'Europe a réussi à dominer le monde? C'est pas parce que l'Europe était plus forte en soi. C'est parce qu'elle a profité des fruits chrétiens qui la mettaient, j'allais dire presque naturellement, même naturellement, au-dessus des autres nations. Et le drame de la Révolution française et de la post-Révolution française, c'est que des gens très mal intentionnés
ont pu utiliser les meilleurs fruits de la chrétienté. C'est comme un arbre, si vous voulez. Il pousse, la sève, c'est la foi catholique. Il a mis 1500 ans à pousser. Et puis tout d'un coup, il y a des gens qui essaient de l'intérieur de le couper. Mais les fruits sont là. Et il suffit de les cueillir et de les utiliser. Donc ça marche le temps que la chrétienté est vivante. Et le temps qu'il y ait des bons chrétiens. Mais quand on arrive à notre époque maintenant, là, dans les années 90, 2000, 2010, 2020, où on a aussi coupé la sève de la foi, l'Église catholique qui va pas bien, les fruits, il n'y a plus les fruits, et ben là, tout s'effrite, et il n'y a même plus... même les ennemis, même les révolutionnaires ne sont plus capables de tenir la face, j'allais dire, et les masques tombent. Mais ce qui est intéressant, c'est que tant dans le côté révolutionnaire, qui a nationaliste, tout ce qu'on veut, tout ça a utilisé les fruits chrétiens en fait. Mais ce qui est intéressant pour notre combat, pour l'avenir, c'est de comprendre la cause. Pourquoi l'Europe a été si grande? C'est la foi catholique et c'est rien d'autre. Et une fois que cette foi disparaît, bah, c'est la décadence sans frein, et c'est logique, voilà. Et ça, personne, enfin, comment dire, on évite de montrer cet aspect-là, parce que ça met le point sur quelque chose de très important, et ça met surtout le point aussi sur la seule possibilité réelle de redressement, c'est-à-dire que l'Occident, c'est pas une supériorité de race, c'est pas une supériorité d'essence, c'est pas une supériorité par hasard d'un climat tempéré ou je sais pas moi de découvertes techniques faites au hasard. C'est les fruits de la chrétienté qui ont été mal utilisés par des révolutionnaires. Et tout cet aspect-là, c'est l'Occident qui est détesté par les gens hors de l'Occident qui n'aiment pas les mauvais côtés, disons, de la Révolution, donc les mauvais côtés du colonialisme, par exemple, ou je sais pas moi, après, voilà, moi, en famille est pied noir hein, du côté de ma mère, donc j'aime pas le mot colonialisme, mais on sait très bien que, par exemple, en France, si les différentes colonisations ont si mal marché, c'est parce que... Et en même temps, enfin, disons, ce qui a bien marché dans la colonisation, c'est justement parce que c'était des chrétiens qui la faisaient. Il y avait les pères, il y avait les missionnaires, il y avait des bons Français, bien chrétiens, qui faisaient du bien partout. Puis derrière, il y avait les révolutionnaires du gouvernement qui arrivaient et qui sapaient systématiquement tout le travail de l'Église, qui appliquaient ces petites recettes révolutionnaires. Donc typiquement, par exemple, en Algérie, dans un pays, on met un état civil, on oublie toutes les coutumes locales, on arrive en mettant des petites recettes à l'énarque, là, où on met tout le monde dans une case. Ce que, par exemple, n'a pas fait le général Lyautey au Maroc, qui a respecté toutes les coutumes locales qui étaient pas... enfin, je veux dire, qui ne posaient pas de problème moral en soi, quoi, hein, parce qu'une coutume, ça peut être aussi neutre, ou ça peut être bien. Voilà. Et quand on arrive à faire cette distinction, donc on oublie un coup l'Occident, on se rend compte que la seule particularité de l'Occident, enfin de l'Europe, c'est la chrétienté, et que c'est à partir de là qu'on peut expliquer, qu'on comprend cette distinction-là, on arrive à comprendre notre situation actuelle et arriver à distinguer, en fait, ce qu'on pourrait aussi distinguer entre la révolution et la contre-révolution. Voilà. Il n'y a pas un Occident, il y a la chrétienté et il y a les destructeurs de la chrétienté. Et il y a toujours eu ce combat tout le temps, hein, c'est comme ça. C'est les deux étendards de Saint-Ignace de Loyola. Hein, il y a deux étendards, il y a deux armées et qui n'arrêtent pas de se combattre. Et il s'est passé quelque chose d'exceptionnel dans l'histoire, c'est que
effectivement en Europe de l'Ouest et effectivement en particulier en France, mais pas que, mais en particulier en France, il y a eu des institutions complètement catholiques et complètement christianisées de A à Z sur 1000 ans. Ce qui est exceptionnel. Et ce qui est important, c'est de se rendre compte de ça pour comprendre pourquoi on en est là et d'où viennent les grandeurs de notre pays et d'où viennent les misères de notre pays qui ont été à chaque fois quand on a voulu nier cette chrétienté. Et enfin, et je terminerai sur ça parce que c'est, disons, c'est un peu moins important que ce que je viens de dire maintenant, mais c'est quand même quelque chose d'important pour Ariauté, c'est-à-dire que l'Europe chrétienne, la chrétienté, dans ce sens-là, a effectivement une vraie optique universelle, c'est-à-dire que toute la planète a vocation à rentrer dans la chrétienté. Et à la différence des universalismes qu'on nous vend à l'heure actuelle, que à l'époque c'était le marxisme ou le capitalisme, maintenant c'est le mondialisme, l'environnementalisme, tout ce que vous voulez, où on met tout le monde dans la même case, on le réduit. Seule la chrétienté, donc seule l'Église catholique, est la véritable universalité, c'est-à-dire tout le monde a la même foi, mais tout le monde est différent dans son incarnation, tout le monde est différent dans sa culture, dans son pays, et la chrétienté historique en France et en Europe de l'Ouest, et en Europe tout court, on peut dire à un certain moment, démontre ça. C'est-à-dire il y a une unité de la foi, sans coercition, et une mosaïque de sociétés politiques parfaites, qui chacun ont leurs particularités, ont chacun leurs coutumes qui peuvent être différentes. Il suffit de voir le droit sous l'Ancien Régime pour se rendre compte que entre deux régions de France, même sur ce qui est des coutumes matrimoniales, il y a des choses très différentes. Mais tout le monde a le mariage catholique. Mais après, sur la façon dont on règle les contrats de mariage, les traditions de succession, etc., chacun a ses coutumes et tout va bien. Tout ça disparaît que quand les révolutionnaires arrivent, ils disent « Hop, on fait tout le monde pareil, on écrase tout ». C'est pareil pour le français d'ailleurs, hein, fin du breton, fin du basque et tout ce qu'on veut à partir de la Troisième République, ça vient de là. On met tout le monde dans la même case. Et ce qui est terrible, c'est qu'au début, ça fonctionne, parce que quand on est dans un contexte très chrétien, quand on prend les codes civils et les codes napoléoniens, par exemple, ce sont d'un point de vue de la loi naturelle des choses qui ont été pétries par du christianisme, donc il n'y a pas des choses contre nature. On n'a pas institué un mariage homosexuel dans le code Napoléon, parce que c'était pas possible au monde chrétien. On arrive 200 ans après, où on a supprimé le christianisme entre-temps. Tous ces codes napoléoniens n'existent plus, ils ont été tellement réformés qu'ils n'ont plus rien à voir avec ce qu'ils étaient au départ. Ça a été une usurpation de l'État à l'époque, donc scandaleuse en soi, par rapport à des choses de l'Église par exemple. Aujourd'hui, on en arrive, maintenant qu'il n'y a plus de mariage. Voilà. En pratique, le mariage, il y a encore le mot, mais c'est plus du mariage, puisque on peut pas encore se marier avec nos chiens, mais ça va peut-être arriver bientôt. Donc on voit bien ce glissement et puis le fait que même quand la révolution peut sembler faire des choses qui sont, disons, au moins impressionnantes, elle ne le fait que en vampirisant ou que en ayant vampirisé des fruits ou des institutions ou ce qu'on veut très chrétiens. Et je finirai sur ça se voit très bien au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire du Japon, mais l'ère Meiji, quand commence à l'étudier en détail, c'est au fond un copier-coller des meilleures institutions occidentales pétries par le christianisme dans un contexte non chrétien. Donc par rapport à leurs institutions qui ne connaissaient pas le christianisme, il y a une sorte de progrès immense, hein, même ne serait-ce par exemple, juste on prend l'exemple du mariage, d'un point de vue matrimonial, parce que c'est pas du tout évident quand on n'est pas dans un monde chrétien. Mais même au niveau des chefs politiques qui doivent servir, beaucoup d'institutions comme ça,
et qui a permis au Japon, pendant quasiment 50 ans, 60 ans, de devenir un pays extrêmement puissant. Sauf que, ben, en fait, sans la foi, ça marche pas en fait hein, sur la durée, ça s'écroule. Et aujourd'hui, je sais pas, voilà, ben l'histoire est différente évidemment, mais bon, sur tous les sujets essentiels, il n'y a aucune assise dans le rock et on sait pas trop où ça va aller. Donc voilà, je vais finir là et merci de votre écoute.